Alors, je passe maintenant la parole à Monsieur Nizari Aish, qui va en fait nous parler de la diaspora tunisienne et qui va surtout nous parler des stratégies ou approches pragmatiques afin de réunir tout ce potentiel de cette diaspora pour le bien de la Tunisie. Donc, Monsieur Nizari Aish, je vous laisse la parole. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, Monsieur le Ministre, chers invités, quelle présence formidable. 700 inscrits pour la première édition de Tunisia Global Gateway. J'ai vu la liste ou une idée sur la liste des participants, plus de 200 ingénieurs, des experts du monde du digital, technologie, beaucoup de financiers du monde de la banque, assurance, etc., beaucoup de consultants, plus d'une centaine de personnes, des médecins, des avocats, etc., etc. Je confirme ce que vient de dire Monsieur l'ambassadeur, son Excellence, c'est un excellent et c'est un impressionnant réseau, effectivement. Et aussi, quelle belle initiative de se réunir et réunir les experts, les talents, que ce soit qui soient en Tunisie ou ailleurs, en France, aux États-Unis, au Canada, Grande-Bretagne, Moyen-Orient, Allemagne, etc., etc. Oui, je confirme que les Tunisiens excellent dans beaucoup de domaines. Beaucoup de domaines. Donc il n'y a qu'à voir la liste des publications dans les revues les plus importantes. Regardez cette année. Les startups tunisiennes maintenant qui lèvent et qui sont valorisées à plusieurs centaines de millions de dollars. Il y en a plus qu'une start-up réelle dans ce domaine. J'ai vu aussi beaucoup de nominations au sein des grands groupes, des grandes multinationales les dernières années. C'est des compétences tunisiennes. Il suffit aussi de voir le classement des médecins, aussi tunisiens, impressionnant, n'est-ce pas? Et aussi, regardez tout récemment le classement des admissions des ingénieurs tunisiens dans les plus prestigieuses écoles françaises et autres. Vraiment, bravo. Je ne suis pas là pour dire une évidence. Oui, les Tunisiens excellent dans plusieurs domaines. Je ne suis pas là non plus pour convaincre les Tunisiens qui aiment tant leur pays de l'importance de travailler ensemble. C'est une évidence, mais l'objet principal de mon intervention sera comment, dans quel sens, dans quel cadre, vers quelle direction. Je suis conscient que faire cet exercice-là avec autant de profils différents et complémentaires, la réponse, elle est forcément différente. Elle est forcément différente. L'apport que peut apporter un avocat versus un médecin, versus un ingénieur informatique, versus quelqu'un qui travaille dans un fonds d'investissement, etc., elle est forcément différente. Mais il y a des choses en commun qu'on devrait faire, compte tenu de la situation actuelle, et qu'on devrait faire pour le pays. Pas pour des personnes ou pas. On le fait pour le pays, on le fait pour la durée. On le fait pour notre patrie. Donc je vais partager avec vous quelques éléments, quelques idées, quelques exemples concrets aussi de ce que font certains Tunisiens actuellement, des initiatives de la diaspora. Et j'aimerais que chacun se pose la question, oui, moi, dans tout cela, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter concrètement à ma chère Tunisie? Pour répondre à cette question-là, je vous invite à ce qu'on réfléchisse ensemble sur les critères de réussite des nations et des pays dans les années et dans les décennies à venir. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une nation, un groupe de nations va réussir dans les années à venir? À mon avis, il y en a 5 ou 6 critères vraiment importants et il faudrait qu'on pousse collectivement pour qu'on maximise notre présence au sein de ces critères. Premier critère très important, les nations qui vont réussir sont les nations qui possèdent la technologie, qui font de l'innovation. Et vous connaissez toutes ces guerres de patentes, etc., etc., etc. Et donc ça, c'est clairement le premier critère. 2, ce sera les nations qui contrôlent les marchés financiers et qui contrôlent les flux financiers. Et je vais détailler un peu plus ce point-là. 3, ce sont les nations qui possèdent la profondeur de marché et les acteurs économiques les plus forts
aussi sur ces marchés-là. 4, ce sont les nations qui contrôlent l'information. L'information. Même un petit avantage sur l'information, il peut créer un avantage significatif derrière en termes de création de richesse et en termes de concurrence. 5, ce sont les nations qui contrôlent les plus grandes instances mondiales, qu'elles soient financières ou autres, n'est-ce pas, et qui ont un niveau d'influence très fort. Et ça, je le dis aussi parce qu'on est réunis tous en tant que Tunisiens aujourd'hui, mais il va falloir aussi penser beaucoup plus large que ça. Et 6, et j'ai laissé exprès à la fin, ce sont les nations qui investissent le plus dans l'éducation, dans le capital humain et effectivement dans la richesse humaine. Donc comment nous, Tunisiens, on devrait aider, diaspora, et Tunisiens aussi résidant à l'étranger, comment aider notre pays concrètement dans le domaine de l'enseignement de l'éducation au sens large, valeurs, enseignement, etc. etc. Donc ça, ce sont les critères d'une manière générale. Mais j'aimerais qu'on avance un peu plus aussi et qu'on tunisifie un peu plus l'approche. Parce que aussi, si on veut aider notre Tunisie, il faut qu'on l'aide dans un sens donné, vers une vision donnée. Ça serait quoi la Tunisie? C'est quoi la Tunisie qui nous fait rêver dans les prochaines années ou dans les prochaines décennies? Moi, je rêve, à titre personnel, je peux partager. On peut avoir un consensus ou pas sur certaines idées. J'espère vraiment, la Tunisie a été bâtie, je sais qu'il y a beaucoup d'activités qui sont plutôt des activités low cost, il y a un modèle qui a été établi de proximité, etc., sur plusieurs domaines, qu'on le dise clairement. Il faudrait réellement qu'on change de modèle économique et pas qu'on change complètement, mais qu'on fasse évoluer ce modèle-là vers beaucoup plus de création de richesse, et vers de la qualité. Et ça s'applique dans le domaine industriel, industrie 4.0 et autres, ça s'applique aussi dans le tourisme, ça s'applique aussi dans le domaine des services, ça s'applique aussi dans l'agriculture. Je rêve que mon pays, la Tunisie, effectivement, soit un hub technologique et digital. Et je pense qu'on a vraiment tous les atouts pour le faire. Matières grises, enseignement, etc. J'espère que la Tunisie valorisera mieux ses actifs, ses assets culturels, historiques, etc., tourisme, agriculture. J'espère que la Tunisie devienne un hub régional de santé. Et je pense qu'elle est capable de faire. J'espère réellement que la Tunisie devienne réellement une plateforme de développement entre effectivement l'Europe, avec l'Europe, et aussi avec l'Afrique et pour l'Afrique. Et j'ai dit plateforme, je n'ai pas dit portail, je n'ai pas dit gateway. Une grande différence. Donc comment jouer pleinement ce rôle? Je rêve aussi que notre chère Tunisie aussi devienne une plateforme régionale financière. J'espère aussi que notre Tunisie devienne une plateforme régionale de développement et d'enseignement et d'éducation. Et nous avons tous les atouts, y compris le cost to live. Il y a des demandes énormes africaines et nous avons les moyens, les coûts, etc., la qualité de l'enseignement pour être vraiment un hub d'enseignement et d'éducation. Donc voilà, donc si on veut aussi aider notre Tunisie, à mon avis, il faudrait qu'on se concentre aussi et qu'on pousse dans un sens, mais d'une manière la plus concrète et la plus pragmatique possible. Ça, c'est la deuxième dimension. Troisième dimension, il faudrait qu'on ait une lecture aussi très claire de ce qui se passe dans le monde. Une lecture anticipative des vents. Et je peux vous partager mon expérience aussi au sein du ministère, etc., que notre pays, il subit énormément de vents externes. Et que l'impact de ces vents-là, il est vraiment fort. Fort parce que notre positionnement géographique, fort parce que aussi notre histoire, fort aussi parce que, qu'on le dise clairement, parce que la situation des finances publiques fait qu'il n'y a pas suffisamment d'amortisseurs économiques budgétaires lorsqu'il y a de grosses secousses. Il faut faire un discours de vérité là-dessus. Et on le dit, il faut anticiper, pas seulement parce qu'il faut... bien sûr, il faut avoir une lecture anticipative des vents et des sens du vent, mais aussi il va falloir bien choisir ses voiles et bien les orienter. Et le monde, il change. Il change beaucoup en ce moment. Et on le voit.
Il change sous l'impact des tensions géopolitiques et évolutions et ce qui se passe dans le monde, etc. Mais d'une manière très perceptible. On est en train de fermer une parenthèse qui a duré peut-être 300 ans et avec un nouveau équilibre. Et je pense qu'avec ce nouvel équilibre, il arrive avec beaucoup de risques, mais aussi il arrive avec beaucoup d'opportunités et des obligations de bâtir des synergies et des ponts avec nos amis, et notamment nos amis européens et autres. Il y a de grands changements démographiques. En Amérique, vous le savez, en Europe, etc. L'âge moyen, le nombre de populations, etc. Il y a beaucoup d'évolutions aussi et de changements au sein de la planète par rapport à toutes ces inégalités, injustices, notamment au niveau du système financier mondial et au niveau social. Et on voit bien les tensions. On les voit bien. Il y a beaucoup de changements avec les avancées technologiques, intelligence artificielle, etc., etc. Et il y a beaucoup de changements, malheureusement, ne sont pas dans le bon sens à cause des changements climatiques. Donc tout ça, je le dis aussi pour anticiper, pour qu'on soit acteur fort là-dedans, et aussi pour qu'on travaille avec nos frères et nos voisins algériens, libyens, marocains, arabes, etc., en partenariat positif avec nos amis et partenaires européens et autres. Et qu'on ne soit pas seul au milieu de ces vents qui sont vraiment forts et de plus en plus forts, un monde de moins en moins lisible. Après, si on fait un pas supplémentaire, 4e dimension, vous allez me dire, oui, mais tout ça c'est structurel, c'est du long terme, etc. Il faudrait aussi qu'on agisse à court terme. Qu'est-ce qu'il faut pour la Tunisie? Comment l'aider dans le bon sens, à court terme aussi. Court terme, 1, 2, 3 ans, 4 ans, etc. Il faut beaucoup de choses à la Tunisie. Il faut tout un pacte national. J'ai eu l'occasion d'en parler. Tout un grand pacte national. Économique, social, monétaire, budgétaire, justice, institutions, politique, syndicale. Et là-dedans, dans l'économique, économie parallèle, développement de l'export, développement des investissements directs étrangers, développement des projets d'investissement, développement des PPP, la douane, la digitalisation de l'administration, les équilibres financiers, l'économie sociale solidaire, etc., 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 etc. Il y a tellement de chapitres et de sous-chapitres. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être pas le rôle directement de la diaspora. Oui ou non? Non, non, on a un rôle. On a un rôle parce que les équilibres financiers de l'État, ils dépendent aussi de nous. Ils dépendent aussi d'à quel point on a envie de placer aussi une partie de notre argent et de notre économie au sein des banques tunisiennes. Et ça, je peux vous dire que ça a un impact vraiment fort sur les équilibres, même sur la notation de la Tunisie actuellement. Il faut en être conscient. Le niveau de réserve de change, extrêmement important. On est plus de 2 millions de Tunisiens qui vivent à l'étranger. Vous imaginez, on a des assets financiers en cash en plusieurs dizaines de milliards de dollars à l'étranger. Et si on décidait de placer au moins une partie pour soutenir les réserves de change de la Tunisie, et donc soutenir le taux de change, soutenir les notes, etc., etc. Ça a beaucoup d'implications. Ça, c'est un exemple. On peut aussi soutenir d'une manière pas possible, mais indispensable pour le faire. Et pour progresser encore plus dans la réflexion, il faudrait qu'on le fasse d'une manière coordonnée, synchronisée, pragmatique, réelle, et qu'on ne se limite pas aux grands principes, aux belles idées, aux belles intentions. Il faudrait que ça soit vraiment transcrit dans la réalité et il faut voir, il faut montrer qu'il y ait vraiment véritablement un impact. Et sous cet angle-là, il y a beaucoup de Tunisiens, et je le sais, de la diaspora tunisienne et aussi des talents qui vivent en Tunisie, qui opèrent et qui travaillent. Je vais vous citer 2 exemples concrets d'initiatives. La première, il y a eu une annonce il y a quelques semaines par rapport à un investissement qui va être fait, il y a un don qui va être fait par des Tunisiens pour une solution d'intelligence artificielle pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tunisien. Vous l'avez vu? Alors, c'est quoi? C'est des talents, c'est des jeunes Tunisiens qui ont dit que le monde est en train de changer avec l'IA. Et que même nos élèves, ils utilisent l'IA, mais une IA étrangère.
et qu'on ne va pas arrêter cette tendance-là. Et on refuse que notre Tunisie rate ce virage de l'IA. Et on est conscient qu'il y a beaucoup de soucis, donc il y a beaucoup de potentialités avec de l'IA, mais il y a aussi beaucoup de soucis liés à l'IA, et de risques aussi. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir une IA tunisienne, avec du contenu tunisien, une IA souveraine. Et c'est ce qu'ils sont en train d'être fait. Donc ils vont centraliser tout le contenu des cours, des thèses, etc., des livres tunisiens et autres, aussi des plus grandes universités internationales. Ils vont être choisis, sélectionnés sous la supervision du ministère et des professeurs, et même des élèves. Et tout ça, ça sera sur une application, que ce soit PC ou mobile. Et l'étudiant tunisien, il pourra aller consulter gratuitement ces livres-là. Il pourra checker le contenu. S'il ne comprend pas un mot, une phrase, il pourra poser la question à l'IA, elle lui répondra. Et ainsi de suite. Et vice-versa. L'IA, elle peut lui poser des questions pour vérifier son degré de compréhension. Donc ce qu'on est en train de faire, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils vont aider le secteur de l'éducation, ils vont aider les Tunisiens pour mieux apprendre. Il s'agit de la qualité de l'apprentissage grâce à cette solution. Et elle va être complètement, bien sûr, dédiée avec le code source et donnée au ministère de l'Enseignement supérieur avec les supercalculateurs qui vont avec. Leader mondial. Ça, c'est concret. Concret. Et ça tique beaucoup de box. On parle d'enseignement supérieur, on parle d'aide, on parle d'eux, etc. On parle d'éducation, on parle de e-learning personnalisé avec de l'IA. Et souvent. Et ça a été fait grâce à des Tunisiens et grâce au support vraiment de talents qui sont regroupés, parce qu'il y en a qui maîtrisent la technologie, il y en a qui maîtrisent les plateformes, il y en a qui maîtrisent le développement, il y en a qui maîtrisent les aspects financiers, d'investissement, etc. Ils se sont dit, on le fait. Et ils vont le faire. Charles. Deuxième exemple, un leader mondial dans le domaine industriel. Mondial. Il a décidé de développer une partie de sa technologie, de ses solutions actuelles et futures, et de la confier à 4 pays. États-Unis et 3 autres. Et grâce à 3 Tunisiens qui ont travaillé sur ce projet-là, et grâce à un méga oral à la fin, le jour où il fallait prendre la décision, une vingtaine de personnes, 3 Tunisiens parmi les 20, ils ont réussi à convaincre de mettre la Tunisie parmi les 3 autres pays. Concret, pragmatique, brillant. Ils se complètent, ils n'ont pas la même expertise, etc. Ils sont réunis, ils ont fait des choses vraiment concrètes pour le pays, ça va être annoncé dans les prochains jours. Donc moi j'étais tout témoin de ces 2 initiatives, mais je suis sûr qu'il y en a tellement d'autres, dans beaucoup d'autres domaines. Et je pense que c'est un petit peu ça l'état d'esprit qu'il va falloir faire, donc converger en maximisant les intérêts et les ingrédients qui font que les nations réussissent, converger dans le sens de soutenir la vision d'un pays, converger dans le sens aussi d'intégrer le sens du vent, des voiles, des changements géopolitiques, etc., et converger à court terme et converger aussi en termes de méthode, d'approche, etc., de pragmatisme, etc. Après, je suis conscient qu'il y a beaucoup de difficultés sur le terrain. Je ne cherche pas à idéaliser, je ne cherche pas, etc. Mais le pire, c'est de dire, oui, mais c'est compliqué, etc., donc je ne le fais pas ou je laisse les autres faire, etc. Ça, c'est l'erreur. L'erreur à ne pas faire, je suis convaincu que les Tunisiens sont et seront toujours au rendez-vous. Ils ont toujours montré dans l'histoire qu'ils étaient au rendez-vous. Et l'histoire est remplie de messages de ce type-là. Peut-être il y en a 2 ou 3 messages au moment où on n'a pas suffisamment parlé. Par exemple, le jour où il fallait héberger chez nous nos frères libyens, et on avait jusqu'à 1,5 million, peut-être 2 millions de Libyens qui sont venus chez nous, et les Tunisiens étaient au rendez-vous de l'histoire. On n'a pas suffisamment parlé. Plusieurs théories disent que lorsqu'il y a 3, 4, 5% d'étrangers dans une population, on commence à avoir des problèmes. On n'a pas eu. On a eu 20%, dans certaines localités, on a eu même 30 ou 40% de Libyens. Pendant des mois. N'est-ce pas? On n'a pas suffisamment parlé. Ça, c'est la vraie Tunisie. Ça, c'est l'ADN. Ça, c'est l'hospitalité. Ça, c'est l'entraide. Et c'est pour cela que je suis conscient aussi, diaspora ou pas diaspora, talent tunisien ou à l'étranger, on trouve cet ADN-là, ces gènes-là. Autre chose, et je n'ai pas eu l'occasion de le témoigner, je ne l'ai jamais fait, mais aussi pendant la période ou la courte période où on était au gouvernement, les Tunisiens nous ont beaucoup aidés.
Et un jour, je vais annoncer aussi dans un livre que je vais apparaître tous les noms et toutes les entreprises qui nous ont aidés gratuitement pendant la période Covid. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? On a mis en un temps réel et très court, record, une solution de distribution des aides. Ça a été fait en l'espace de 4 semaines. Et grâce à ça, on a distribué la deuxième vague d'aide. Vous vous souvenez de ça? C'est parce qu'il était hors de question de laisser les gens ensemble pour ne pas se contaminer par le Covid. On a mis en l'espace de quelques... Et ça, c'était une aide de la diaspora et des talents tunisiens qui vivent en Tunisie aussi. Il y avait d'autres exemples. Tout ce qui est autodéclaration et paiement en ligne des impôts, parce qu'ils vont décider de fermer les centres de collecte d'impôts pendant la période de Covid. Mais il fallait continuer le service et on l'a lancé en l'espace de quelques semaines. On a mis en place aussi une plateforme digitale en l'espace de quelques semaines, grâce aussi au support d'autres Tunisiens. Il y a beaucoup de cabinets qui se font la concurrence habituellement, qui nous ont aidés gratuitement. Donc, c'est un autre moment où les Tunisiens étaient présents. Et aujourd'hui, la Tunisie, elle a vraiment besoin de tous ses enfants, y compris la diaspora tunisienne. Et je suis certain, grâce à la présence magnifique, 700 personnes, grâce à ces belles associations, vous êtes réunis. Je pense que votre présence, elle témoigne de l'intérêt, de la volonté d'aider son pays. En venant ici, je vais terminer par là, il y a des Tunisiens qui m'ont dit « J'aimerais bien aider, j'aimerais bien aoun, قلبي وجعني على بلادي. » فما دواء qu'est-ce que je peux faire؟ شنو نجم نعمل؟ اللي يحب بلاده واللي قلبه واجع على بلاده، الوجاعة جاية من السيتواسيون اللي فيها البلاد. ما فماش دواء. فماش دواء. يخدم ويعمل ويجتهد ويسعى تتحسن البلاد، يتحسن هو. مش تقولوا لي هو المسكين؟ مش مسكين. المسكين هو اللي جاته فرصة باش يعاون تتعدى حياته ومن بعد يفيق ولا ما يفيقش اللي كان لازم يعاون وما عاونش. هذاك هو المسكين. أما اللي يعاون هذاكم واللي يعاونوا ومتأكد التوانسة منهم برشا وهم أصحاب الأصل وأصحاب الشأن. وشكرا.